voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Sans cesse, nous scrutons le moindre soubresaut météo. S'il fait plus chaud, plus froid, plus humide ou plus sec. Mais qu'en est-il du long terme? Les conditions climatiques évoluent sur des décennies, des siècles. À partir de quand ne parle-t-on plus du temps qu'il fait, mais de climat? Rien ne nous permet de dire qu'une saison ou un mois en particulier, s'il a été inhabituel, s'explique simplement par le changement climatique. C'est impossible parce que le chaos règne dans l'atmosphère. Pour donner du sens à ce chaos, on peut tenter de dégager des tendances en profitant d'un point de vue exceptionnel depuis l'espace. Les satellites occupent un rôle central en fournissant des images de toute la planète. Ils nous offrent des données à une très grande échelle. Mais quand on passe de l'observation de la météo au jour le jour à l'étude du climat, il faut tenir compte de l'histoire. Les relevés anciens représentent une mine d'informations. Ceci, c'est un trésor. Pour faire le lien entre le temps qu'il fait et le climat, entamons notre périple chez EUMETSAT en Allemagne. L'observation météo s'appuie sur une flotte de satellites européens dont EUMETSAT tient la barre. L'organisation possède et exploite ces engins de très haute précision. Ce qui veut dire qu'elle gère deux catégories de satellites placés à des orbites très différentes. La première orbite est l'orbite géostationnaire située à 36 000 km, ce qui représente à peu près 7 distances par rapport à la Terre. On observe toujours le même secteur sur la Terre. On peut avoir un taux d'actualisation très élevé et en quelque sorte des données en temps réel, parce qu'on reste tout le temps visible de la station au sol. Mais on ne peut pas voir les pôles, donc c'est pour cela qu'un autre type de satellite a été conçu, les satellites polaires. Quand ils se déplacent d'un pôle à l'autre, la Terre continue de tourner. Donc à la fin de la journée, on peut obtenir une vue de toute la Terre. L'Agence spatiale européenne met au point les satellites pour EUMETSAT, des engins qui sont devenus des appareils extrêmement puissants. Les satellites à orbite polaire METHOP permettent de mesurer la température et l'humidité en haute résolution, tandis que les appareils Météosat offrent une douzaine d'images de la Terre quasiment en temps réel. Ces 12 images sont en 12 longueurs d'onde différentes et chacune de ces longueurs d'onde nous renseigne sur la Terre, sur sa température et son atmosphère, s'il y a une couverture nuageuse, s'il s'agit de la température au sol ou dans l'atmosphère, et bien sûr sur un autre aspect important en météorologie, l'humidité. À l'ère des satellites, il est certain que nos connaissances en matière de météo ont fortement progressé. Mais quand on s'intéresse à notre climat et à ses évolutions, les données des satellites sont-elles pertinentes? Comment définit-on le concept de climat? Quand on fait la moyenne de tous les paramètres météo, des paramètres géophysiques, de la température, de l'humidité sur 30 ans, c'est ce qu'on appelle le climat de référence. Bien sûr, les satellites n'existent pas depuis assez longtemps pour pouvoir nous renseigner sur le climat des 200 dernières années. Nous n'avons de données crédibles, essentiellement des relevés de température atmosphérique, que depuis 1979. Direction à présent le Met Office, le service météo britannique. Alors que les prévisionnistes traitent les informations délivrées par les satellites de METSAT pour prévoir ce que nous réserve l'atmosphère dans les prochaines heures, ces climatologues se plongent dans les images datant de ces dernières années pour analyser le passé.
Les données historiques ont deux fonctions essentielles, je dirais. La première, c'est qu'en analysant les anciens relevés météo, on peut comprendre les fluctuations et la variabilité du climat. Et on peut s'en servir pour voir si nos modèles informatiques peuvent ou non reproduire les mêmes fluctuations, s'ils sont bien ou mal codés, et s'ils reposent sur les bons paramètres scientifiques et physiques. La deuxième fonction des données historiques, c'est de nous permettre de tester nos prévisions. Donc, on commence par se placer avant un hiver avec les éléments que nous aurions eus à ce moment-là, et on teste sans tricher si on aurait été capable de faire des prévisions pour cet hiver-là. Et puis on vérifie dans les données historiques ce qui s'est vraiment passé. Certains lieux renferment des trésors pour les climatologues. C'est le cas de la British Library, une institution gardienne d'une histoire riche en données météorologiques particulièrement précises. Ces renseignements très utiles pour établir des tendances à long terme et la variabilité naturelle du climat, on les trouve dans des ouvrages datant parfois de plusieurs siècles. Leur examen nécessite la plus grande minutie. On veut vraiment trouver comment le temps évolue sur le long terme. On sait plein de choses en matière de météo actuelle, grâce aux données satellitaires et aux autres informations qui parviennent au Met Office. Mais si par exemple une violente tempête se produit, les gens demandent « Est-ce que ce genre de choses arrive de temps en temps ? S'agit-il d'un changement climatique ?» Donc il est utile de pouvoir comparer le temps qu'il fait, en particulier les événements comme les tempêtes, les sécheresses ou les inondations avec les records historiques. Certains de ces records ont été enregistrés en mer. Ces ouvrages sont des journaux de bord de bateaux à voile de la Compagnie britannique des Indes orientales. Ils faisaient du commerce avec l'Inde et la Chine au XVIIIe et XIXe siècle. Voici le journal de bord du navire, le Sherburne, qui appartenait à la Compagnie des Indes orientales. Et ce journal date de 1833. Il est question d'un trajet de Londres à Calcutta. Cette page est datée du 28 octobre 1833. En haut, on peut lire par exemple « Vent modéré et temps brumeux ». Et ici, on a marqué « Vent frais soufflant en rafale, forte houle du sud-ouest qui fait balancer la tête de mât ». La collection de la British Library comporte environ 9000 journaux de bord de la Compagnie des Indes. Des milliers d'autres sont conservés dans des musées, comme ceux du Cutty Sark. Le célèbre clipper était notamment destiné au transport du thé. C'est en 1789 que les officiers de la compagnie ont commencé à faire des relevés systématiques, aujourd'hui très intéressants pour la climatologie historique. L'officier de quart avait l'habitude de consigner des informations sur le temps tout au long de la journée, au cas où les marins devaient tendre les voiles. Ils avaient besoin de noter cette indication pour garder une trace de la position du navire et pour naviguer. Mais chaque jour à midi, ils observaient l'élévation du soleil. Ils étudiaient la position du bateau et ils allaient aussi prendre des instruments nouveaux et chers, un baromètre et un thermomètre. Ils relevaient la hauteur du mercure sur ces deux instruments qui indiquent la pression atmosphérique et la température, ce qui pouvait leur servir pour comprendre les évolutions météo à court terme. Les anciens relevés sont précieux car ils nous parviennent bruts et on sait exactement où et quand ils ont été consignés. Mais sont-ils pertinents à l'ère des satellites ? Les satellites effectuent des mesures de manière très différente. On mesure au sommet de l'atmosphère des rayonnements sous forme de champs. Et ces rayonnements renferment des informations sur les paramètres géophysiques qui nous intéressent, comme des profils de température, d'humidité, la teneur de l'atmosphère en ozone, ou un autre exemple, la vitesse du vent à la surface des océans. Donc le principe des mesures est assez différent. Les satellites mesurent quelque chose et on déduit les paramètres géophysiques qui nous intéressent. Si les techniques de mesure ont beaucoup évolué, les principes physiques qui gouvernent notre climat, eux, restent les mêmes.
Et les scientifiques ne l'oublient pas quand ils rapprochent les relevés historiques des données satellitaires pour corriger leur modèle climatique et à terme répondre à une question délicate. À partir de quand une météo changeante est-elle le signe d'un changement climatique ? Pour déterminer si des changements sont vraiment en train de s'opérer, on doit garder à l'esprit qu'il faut s'attendre à des fluctuations. Mais évidemment, si sur la durée une tendance à la hausse ou à la baisse apparaît, il faut jeter un œil aux chiffres pour voir quand cette tendance se distingue des variations que nous avons observées dans l'histoire, quand cela semble inhabituel. Un événement isolé ne prouve pas vraiment qu'il y a un changement. Une preuve de changement, c'est un changement significatif dans les chiffres sur le long terme. Et donc un événement n'a pas véritablement de poids statistique. Quand on a une succession d'événements similaires, ça nous donne un indice. Mais si éventuellement on en a beaucoup trop qui se produisent, par exemple tous les étés qui s'avèrent de plus en plus chauds, alors on détient une preuve statistique, mathématique, que le climat est en train de changer. Fondamentalement, on veut établir la même information. On essaye de comprendre l'état de l'atmosphère. Les données du Cutty-Sark sont beaucoup plus limitées que celles fournies par notre flotte de satellites. Mais on peut toujours les utiliser pratiquement de la même façon. Ces marins n'auraient sans doute pas imaginé qu'au XXIe siècle, on s'intéresserait à leurs relevés et on continuerait de les utiliser. Mais c'est le cas. Ils ont une très grande valeur aujourd'hui. Grâce au travail des scientifiques, les relevés les plus anciens et les satellites les plus modernes permettront peut-être de trancher un débat bien souvent enflammé sur la réalité du changement climatique.